Nous allons commencer notre débat autour du RSSI à l'heure de l'intelligence artificielle. Pour débattre justement, 4 intervenants, et je les en remercie. C'est vraiment très, très sympa d'être là avec nous ce soir, parce que bon, je pense qu'on a vraiment un débat de très haut niveau, comme souvent on essaye de le faire ici au Cercle. Tout à droite, Thierry Berthier, vous êtes docteur en mathématiques, vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges, membre de la chaire universitaire de cybersécurité et cyberdéfense de Saint-Cyr. Vous avez été auditionné dans le cadre du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Donc vous nous en direz d'ailleurs 2 mots, ce rapport qui a été rendu public la semaine dernière, je crois il y a juste une semaine il me semble, ou une dizaine de jours. Et vous êtes membre du hub Francia. À vos côtés, Yann Girard, RSSI des réseaux de banques de détail en France, de la Société Générale, vous êtes en charge de la sécurité du risque opérationnel à la banque de détail. C'est important, c'est la banque de détail de la Société Générale. Tout de suite sur ma gauche, Vincent Letout. Alors, vous êtes un peu multicasquette, donc là, on vous a mis comme adjoint RSSI d'Engie. Moi, j'ai vu aussi Incident Detection, Prévention and Response Manager, Head of Engie, CERT. Ok, c'est bon pour vous. Et merci, oui, l'accent anglais, vous avez remarqué. Arnaud Tanguy, RSSI, AXA Investment Manager, décidément, de la filiale, donc c'est la filiale gestion financière de chez AXA, et qui gère donc pour le compte de tiers, comme vous m'avez dit, des gros volumes d'argent. Alors, je vais commencer par vous, Thierry Berthier, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet sur l'IA et la cybersécurité. Un petit mot sur le rapport Villani. Le rapport Villani, c'est Oui, alors vous allez vous partager le micro, excusez-moi. Le rapport Villani, si certains l'ont regardé, c'est 235 pages. Alors, je vous rassure, il y a un abstract de 35 pages. Mais l'abstract de 35 pages, on reste un peu sur sa fin. Donc, c'est 235 pages. Il faut aller à la page 219 pour entendre parler de cybersécurité, dans le chapitre 5, qui est consacré à la défense et à la sécurité. Donc, bon, voilà, c'est peut-être un petit mot. Vous m'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas en dire du mal, puisque j'ai été auditionné. Donc, mais peut-être un petit mot sur ce rapport. Et puis ensuite, je voudrais que vous nous dressiez un panorama un petit peu plus exhaustif de l'IA aujourd'hui dans la cybersécu. Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Alors effectivement, le rapport Villani intervient après plusieurs mois de mission et d'audition où presque 400 personnes experts ont été auditionnés. Il faut savoir que ce n'est pas le premier rapport. Il y a déjà eu le rapport Francia 1 qui a été mené par Nathaniel Ackerman à la fin du précédent gouvernement. Et le rapport était moins épais, mais arrivait à peu près aux mêmes conclusions. Donc quand le nouveau gouvernement est arrivé, on a recommencé avec un nouveau rapport plus ambitieux. Et donc, oui, alors l'idée maîtresse du rapport Villani, c'est que l'IA, il faut qu'elle soit bienveillante. Donc c'est aussi pour ça que la partie un peu, le côté obscur de la force, si j'ose dire, a été un petit peu placée à la fin, à la fois pour les auditions et pour la rédaction du rapport. Donc il faut se féliciter quand même de cette initiative. Il y a une vraie volonté, puisque le président de la République a annoncé un budget d'un peu plus d'1,5 milliard. Alors, il faut relativiser aussi, parce que par rapport à la R&D d'Amazon, c'est que le 10e sur l'IA. Donc, c'est à la fois bien et pas encore assez. Il faut savoir que là, on a une vraie révolution qui est en train de se mettre en marche. Les composantes machine learning sont en train d'être intégrés partout, dans tous les systèmes, que ce soit les SCADA, les infrastructures critiques. Ça va du plus petit objet connecté jusqu'au missile balistique et au système radar. Donc on est vraiment dans une phase de transformation rapide qui pose évidemment des problèmes de sécurité. Donc ça, la mission Villani l'a compris. Et a auditionné un certain nombre d'experts dans ce sens. Merci Thierry. Alors si on veut faire un petit état de l'art, donc je vous invite quand même à regarder à lire une partie du rapport, c'est pas inintéressant. Il y a un document de 10 pages, le rapport Villani en 10 pages qu'on peut télécharger sur le site. J'ai parlé de celui de l'abstract de 35 pages aussi. Non, mais 10, vous avez toutes les... En 10 pages, vous avez fait le tour de la question.
Merci. Alors, si on fait un petit état de l'art aujourd'hui, il faudrait peut-être que j'arrête de dire petit, parce que si on fait mais en même temps, on n'est pas là pour jusqu'à minuit, on est là que jusqu'à 8 heures environ. Si on veut faire un état de l'art aujourd'hui de l'IA dans la cybersécu, le 12 avril 2018, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous voyez en tant que chercheur, mais également, chercheur, vous travaillez aussi avec des entreprises? Alors, disons qu'il y a les deux volets. Il y a l'apport de l'IA en cybersécurité, qui est indéniable, notamment dans tout ce qui est analyse User Behavior Analytics, analyse en amont des risques, détection des attaques persistantes avancées, détection des menaces plus ou moins furtives. Là, disons que l'IA est aujourd'hui le seul moyen pour avoir du résultat supplémentaire. Et puis il y a le deuxième volet, c'est la cybersécurité des systèmes qui embarquent de l'intelligence artificielle. Là, c'est un volet qui est vraiment nouveau, qui commence à être pris en charge à la fois par la recherche, avec des programmes de recherche de l'ANR, l'Agence nationale de recherche, de la DGA, où là, il y a urgence, puisque aujourd'hui, on déploie des composants machine learning partout. Et on s'est aperçu qu'il y avait des attaques, des nouveaux types d'attaques où on n'attaque pas le composant lui-même, on attaque les données qui vont servir à l'entraînement du composant. Et du coup, on peut orienter après le système de la façon, en la faveur de l'attaquant. Donc là, il y a vraiment de nouveaux horizons, à la fois en attaque et en défense, qui s'ouvrent. Donc ça, c'est pour la partie sécurité de l'IA. Après, les apports de l'IA en cybersécurité, ils sont multiples. Ça va de la petite PME. Je peux vous donner un exemple concret. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Les arnaques au président, les faux ordres de virement, les changements de RIB, toute cette gamme d'arnaques, et puis les attaques par Hoaxcrash pour faire dévisser le cours d'une action, d'un grand groupe coté. On adresse, nous, ce type de problème avec des solutions. Il n'y a que l'IA, parce que souvent, vous êtes contraint en temps. Vous avez une attaque par Hoaxcrash, c'est 6 minutes, pas plus. Et donc, il faut être capable de comprendre ce qu'il y a derrière le message, de détecter que c'est un faux en temps réel, et puis d'envoyer des alertes. Et tout ça en pas plus de 5 ou 6 minutes, qui est la durée où l'attaque se produit, où le mal est fait. Donc voilà, typiquement l'IA, sur des problèmes contraints, où vous avez un chronomètre qui est lancé, et vous avez 5 minutes, l'attaquant a 5 minutes pour réussir, l'intelligence artificielle peut donner, et à mon avis, la seule méthode pour réussir à bloquer des campagnes qui peuvent être extrêmement... qui peuvent créer de gros préjudices. Merci pour ce début de panorama, parce que je crois que c'est vraiment les questions importantes. Alors, je me tourne vers vous, Vincent. Quand on avait préparé ce débat, vous m'aviez fait part d'un, peut-être pas dire un scepticisme, mais vous êtes prudent par rapport aux apports de l'IA en cybersécu. Oui, alors j'ai la lourde charge d'introduire le débat, donc j'essaie d'avoir une certaine réflexion. Et effectivement, je me pose des questions, et donc là, j'ai un petit speech d'introduction sur lequel tout le monde pourra réagir après. Parce que la question de fond, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer en tant que RSSI? Après tout, c'est la question qu'on peut se poser dans la RSSI face à l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a pas de guichet Pôle emploi à la sortie, je vous préviens. Ne les déprimez pas pour la soirée. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que le machine learning, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est même en production depuis 15 ans. Ça s'appelle l'anti-spam. Donc je vous invite à lire un Upline for Spam d'août 2002, donc 15 ans, donc ça existe déjà. Les algorithmes, ils sont disponibles depuis 20 ans. Donc moi, quand j'étais à l'école, j'avais l'analyse en composantes principales, les chaînes de Markov, les réseaux de neurones, les réseaux bayésiens. Je ne vais pas tous les énumérer, mais j'ai déjà eu ça à l'école, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça marche depuis 15 ans. Ça donne des résultats concrets à l'heure actuelle sur... Je vais vous donner un exemple sur la détection des noms de domaine malveillants. Entre un nom de domaine créé par un humain et celui créé aléatoirement par une machine, on peut le détecter par les chaînes de Markov. Donc a priori, on pourra détecter les hackers. Et donc du coup, nous, on se retrouverait au chômage. Alors, j'ai un argument en 3 points. Le premier, en fait, il faut se poser la question des particularités du machine learning. En fait, j'ai identifié 2 typologies d'algorithmes. La première, c'est des algorithmes qui disent oui ou non, mais avec une probabilité. Donc en fait, ces algorithmes, pour être entraînés, ça requiert un historique et des estimateurs. Mais grosso modo, ça représente 80% de tout ce qu'on va avoir besoin. Et il y a aussi d'autres algorithmes qui permettent de simplifier un problème,
Typiquement, là, c'est plutôt l'analyse en composantes principales, donc pour faire de la fraude, où on a un problème, les clients qui quittent, donc c'est plutôt ce type d'algorithme. Le problème de tout ça, c'est que déjà, ça requiert un jeu de données représentatif. Donc en fait, si vous entraînez un système de machine learning avec du PDF qui est sain, mais sans JavaScript, versus un PDF qui sont malveillants, mais avec tout le temps du JavaScript, la conclusion que va en tirer l'algorithme, c'est que PDF avec JavaScript égale malveillant, ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut aussi des estimateurs qui soient pertinents. Donc en fait, s'il y a une nouvelle attaque qui existe, qui ne déclenche aucun estimateur, on a un problème. Donc je peux donner par exemple l'attaque que j'ai créée qui s'appelle DC Shadow. Et au final, ces algorithmes travaillent dans un environnement assez clair, bien défini, alors qu'au final, les hackers, ils essayent de se cacher dans le bruit. Je peux vous donner un exemple concret. Chrome, quand il essaie de se connecter, il va émettre des noms de domaines aléatoires pour voir s'il est sur un réseau ou s'il y a quelque chose qui essaie d'intercepter les communications. Donc ça, c'est mon premier point sur les particularités du machine learning. Mon deuxième point, c'est sur notre travail de RSSI au quotidien. Au final, moi, j'ai remarqué que l'essentiel des problèmes qu'on a, c'est sur les erreurs qui sont non supervisées. Donc, si je dis en anglais, c'est plutôt tout ce qui est shadow IT. Donc, est-ce que le machine learning va s'attaquer au shadow IT? Moi, je ne sais pas. Pour ceux qui font du SOC avec du SIEM, il y a le problème des connecteurs de log qui changent de manière régulière, qui nécessitent d'adapter, développer des connecteurs et qui rendent le SIEM inefficace pendant un certain temps. Est-ce que le machine learning répond à ce problème? Je ne sais pas. Donc pour moi, je ne vois pas de solution immédiate, hormis l'ajout d'une nouvelle box plutôt technologique. Donc au vu de ces deux points, la conclusion qu'on pourrait en tirer assez rapidement, c'est donc c'est du buzz, c'est du marketing, et puis on jette tout ça à la poubelle. Pourtant, moi j'entends parler de solutions, donc on n'a pas le droit de citer de nom de produit, mais j'entends des solutions où les RSSI me disent c'est super, on a vu des attaques, c'est beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant, et du coup je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc en fait, quand on creuse, on se rend compte que ces solutions détectent assez rapidement les problèmes majeurs du réseau, typiquement de la topologie, typiquement de la coupure. Donc là, et aussi, quand on essaie de challenger ces produits, ils détectent toutes les tentatives de hacking. Donc ça répond ce qu'on leur a dit. Mais quand on creuse, les problèmes de réseau, c'est basé sur du clustering. Donc ça, c'est ce qu'adore le machine learning. Vous savez, l'analyse en composantes principales, ce genre de choses. Ça Thierry connaît ça mieux que moi, donc ça fonctionne très bien, j'ai aucun doute. Par contre, sur les tentatives de hacking, pour moi, c'est de la triche. Parce que quand on commence à creuser certaines solutions, en fait, ils ont mis des règles spécifiques liées à la détection d'outils, typiquement Bluedont, ou typiquement les attaques DC Shadow, de façon à lever une alerte. Et comme ça, ils n'ont pas besoin d'apprentissage, ils se déclenchent directement. Et donc, au final, c'est des systèmes experts, c'est pas vraiment de l'apprentissage. Et deux, toutes les nouvelles attaques, donc je cite par exemple l'attaque DC Shadow, elle n'est pas déclenchée. Donc, ce que je pourrais dire en conclusion de mon speech, c'est que je pense qu'il y a des très bonnes idées faites par des ingénieurs. Exemple, détecter le lancement de PowerShell depuis Word, ça c'est du behavior, mais c'est pas du machine learning. Au final, c'est plus de l'expertise qui a été mis. Je dirais qu'on est plus dans une continuité dans de l'approche sur la donnée, parce qu'on a eu la mode du business intelligence, on a eu la mode du big data. Là, on a le machine learning, mais si on réfléchit, c'est toujours les détails, les données, on approche, on continue en maturité pour pouvoir travailler et essayer de donner de la valeur. Donc je pense qu'on est dans une continuité où ça apporte de la valeur, mais il n'y a pas de bénéfice immédiat. Et pour moi, ce qui apporterait le plus de bénéfices, ce n'est pas de la technologie, qui peut-être représente 10% de ce que je fais dans mon job, mais plutôt tout ce qui est gouvernance, processus. Et donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des constructeurs qui fournissent des solutions de machine learning pour tout ce qui est gouvernance. Bon. L'appel est lancé. Bravo. Alors, c'est passionnant. Ce que j'aimerais, c'est que on reviendra sur certains points et que je pense que tout à l'heure, il y aura pas mal de questions sur ce que vous venez de dire. J'aimerais que Yann et Tanguy et aussi Thierry, Arnaud, pardon, vous réagissiez sur ce qui vient d'être dit et après, avant que vous nous racontiez, vous, ce que vous avez mis en place. Vous voulez... Alors, la première réaction, c'est que c'est vrai qu'il y a si on parle purement d'intelligence artificielle, il est clair qu'on n'y est pas aujourd'hui dans l'idéal ou dans l'imaginaire que l'on peut avoir autour de l'intelligence artificielle,
qui est un algorithme, une entité, enfin une solution qui est complètement autonome, qui a la capacité de penser et qui passe le test de Turing, ça c'est certain. Néanmoins, et là je pense que c'est un des rôles, c'est peut-être une introduction pour tout à l'heure, mais le rôle du RSSI, il est de protéger son entreprise aujourd'hui. Et donc l'opportunité que représente l'intelligence artificielle aujourd'hui est manifeste pour nos capacités de détection, donc pour renforcer nos capacités à protéger nos entreprises d'une part, donc c'est le premier volet que l'on doit adresser. Et le deuxième, c'est on a des métiers, je pense que dans tous les métiers dans la salle, vous avez tous plus ou moins une initiative intelligence artificielle, machine learning, enfin comme le disait Thierry, quel que soit le secteur d'activité. Et donc il est de notre devoir de RSSI de coller à la stratégie de l'entreprise et donc d'anticiper, d'analyser quelles sont les mesures de sécurité que l'on peut mettre en place pour protéger à la fois l'exploitation de l'intelligence artificielle, mais la façon dans laquelle on la met en œuvre. Merci. Yann, vous voulez... Non, moi, ce que je voulais dire, c'est je pense qu'effectivement, il faut être lucide. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre tous les problèmes. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, moi, je souscrivais aussi à ce que vous disiez, Thierry, sur l'apport concret. Moi, j'en parlerai après sur ce qu'on a fait chez Société Générale. Mais nous, on constate, tout en restant modeste, que ça nous permet de détecter aussi aujourd'hui des choses qu'on ne savait pas faire avant. Donc, c'est un vrai apport concret pour la banque. Thierry, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit ? Non, alors c'est clair que le test de Turing n'est pas passé, hein, même s'il y a beaucoup de buzz dans les journaux et qu'il y a plein de gens qui fantasment un petit peu là-dessus. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le test de Turing ? Moi, je connais le personnage. Ouais, donc le test de Turing, le jour où une IA, alors grosso modo pour simplifier, vous avez deux pièces côte à côte. Dans une pièce, vous avez des juges et dans l'autre pièce, vous avez alors soit une machine, soit un individu, soit un humain. Et les juges posent des questions, interagissent avec l'entité qui est dans l'autre pièce sans savoir qui elle est là. Et si la moitié des juges, après une demi-heure, si la moitié des juges estiment, après avoir posé des questions, dialogué avec la personne ou la machine qui est de l'autre côté, si au moins la moitié estime qu'ils ont affaire à une personne, alors ça veut dire que si c'est une machine, elle a passé le test de Turing. Donc voilà, c'est quand Merci. Au moins plus de la moitié des gens se trompent. Merci, j'étais peut-être la seule à ne pas savoir ce que c'était. Donc voilà. Donc le test de Turing aujourd'hui n'est pas passé. Ça fait des années. Les Russes à un moment donné avaient dit qu'ils l'avaient passé, mais c'était pas vrai hein, aujourd'hui. Et il suffit de discuter avec un robot conversationnel pour s'apercevoir qu'on est très loin de l'avoir passé. C'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, c'est un vrai défi scientifique qui est pas encore résolu. D'accord. Bon, donc on est très loin d'une IA forte aussi. Hein. Vous avez plein de gens qui parlent d'IA forte à longueur de journée sur les réseaux sociaux, mais qui fantasment aussi là-dessus. Oui, mais ça avait été rappelé dans le débat déjà d'il y a un an. Oui, je pense que Ganaska a dû remettre les pendules à l'heure là-dessus. Voilà. Exactement. Merci. Bon, on va continuer un petit peu dans le débat. Et je rappelle que de toute façon, on aura une session de questions-réponses. Et là, je pense que vous aurez, Vincent, pas mal d'échanges. Enfin, je l'espère en tout cas. Enfin, ce que j'ai cru comprendre, ce que vous avez dit, c'est qu'on n'a pas encore remplacé complètement le RSSI avec l'IA. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand même. Ce que je disais, c'est que c'est un outil de plus dans notre panoplie, mais c'est pas le silver bullet magique. Hein. C'est là-dessus, il faut être très attentif. Hein. Et ça fonctionne très bien. Hein. Par exemple, le spam, vous l'utilisez tous les jours, mais sans même vous en rendre compte. Hein. Merci. Yann, je me tourne vers vous. On va rentrer un petit peu dans les détails de ce que vous avez mené dans votre entreprise. Justement, bon, vous m'avez dit, nous, on a fait un benchmark du marché, c'était il y a 2 ans. À l'époque, on n'avait pas trouvé ce qui nous convenait, donc on a décidé de développer en interne les outils. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez mené ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Comment ça évolue, justement ? Donc effectivement, on a fait ce benchmark il y a 2 ans. Enfin déjà, en introduction, je voulais dire que ça vous étonnera pas, mais on s'intéresse à la détection de fraude dans une banque depuis assez longtemps. Hein, et on le faisait avant que le machine learning n'existe. Et on avait quelques outils déjà. Ça peut même vous rassurer si vous êtes client, hein, je pense. Donc effectivement, il y a 2 ans, on avait déjà un dispositif en place et on a vu que ce dispositif pouvait encore progresser et que on atteignait certaines limites parce qu'il était basé sur des règles notamment et donc les sujets les technologies de machine learning commençaient à apparaître. Et effectivement, on a d'abord recruté une doctorante spécialisée dans ce domaine-là pour nous guider et nous éclairer un peu sur ces sujets-là, et on lui a demandé de jouer un peu avec les algorithmes
et de développer quelques outils. Et en même temps, on a fait un benchmark pour voir ce que ça avait faire le marché il y a 2 ans. Et on s'est rendu compte, après ce benchmark, que finalement, notre doctorante, avec sa connaissance, ce qu'elle avait développé était relativement performant et comparable à ce que produisait le marché à l'époque. Donc on s'est dit, on va continuer dans ce sens-là. Donc on a réussi, on a convaincu notre management que c'était plutôt une bonne idée. Et on est passé sur un POC. Au-delà du POC, on a fait un pilote. Et donc on a recruté des data scientists, des développeurs, et 1 an plus tard on était capable de sortir une solution qui aujourd'hui est en production, qui nous permet de détecter les comportements suspects dont pourraient être victimes nos clients. Cette solution a fait ses preuves aujourd'hui, donc ça nous permet clairement de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc typiquement, vous parlez tout à l'heure de l'ingénierie sociale, les arnaques, le phishing, des choses que des moteurs de règles ne permettaient pas de voir. On est capable de mieux les identifier aujourd'hui. Et donc on a décidé d'aller un peu plus loin, de généraliser ces outils-là, tout en conservant quand même les anciens outils qui sont encore très efficaces. Et d'ailleurs, la solution qu'on va mettre en place est une combinaison de machine learning et d'outils basés sur des règles, puisque c'est bien la combinaison des deux qui fait qu'on a un outil performant. Voilà. Oui, alors vous m'avez dit que vous étiez l'une des seules plateformes de machine learning à tourner en production dans l'entreprise. C'est ça, en fait on a été assez novateur avec cet outil-là. On était la première plateforme de machine learning en production. On a même eu un prix, on a un prix d'innovation en interne chez Société Générale. On a été primé. Et d'ailleurs donc la doctorante qui a monté le sujet, donc depuis le sujet est passé en production en mode projet, et elle a quitté l'équipe sécurité, et elle est aujourd'hui, elle travaille sur des projets business. Donc on a été quelque part un peu précurseur dans ce domaine-là dans la banque. Donc c'est aussi un bel... Ouais. Et donc la sécurité était également vue comme un facteur d'innovation. C'est aussi peut-être... ça aussi, ça doit être assez satisfaisant. Ouais, même si c'est pas une fin en soi. Mais... Non, c'est clair. Mais pour le coup, c'était un super outil de communication pour l'équipe SSI et c'est une grosse visibilité sur le sujet. Ouais. Alors, il y aura peut-être la question tout à l'heure, mais je vais vous la poser tout de suite. Combien Combien ça coûte Combien ce sont des investissements qui demeurent lourds ou qui sont finalement, par rapport aux bénéfices, au ROI, ça en vaut la chandelle? Je ne vais pas vous répondre sur le combien, mais effectivement, si on le fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a clairement un ROI. D'autant plus qu'on va généraliser, on est en train de le généraliser, donc le ROI est là. Mais c'est vrai que par contre, aujourd'hui, c'est une équipe d'une 20aine de personnes, dont 10 data scientists. Donc ça a un coût qui n'est pas négligeable, effectivement. Et c'est quelque chose que vous avez réussi à faire comprendre auprès justement du trésorier payeur général de la Société Générale? Oui, parce qu'après, par contre, ce qu'il faut, c'est démontrer l'efficacité. C'est clairement, donc là, avoir des mesures, être capable de montrer qu'on a bloqué des choses. Oui, donc je pense qu'on a aussi bénéficié d'une dynamique dans le groupe Société Générale qui promeut fortement l'innovation. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a favorisé l'éclosion de ce projet. Mais maintenant, voilà, je pense qu'on est en mesure, on a des métriques pour montrer que ça marche. Et si vous deviez donner 1 ou 2 conseils justement à certains RSSI qui ne sont peut-être pas aussi avancés dans leur réflexion ou dans leur mise en production, qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement pour essayer de parvenir à l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, quoi. Enfin, quand je dis l'état, dans la bonne pratique. Alors après, c'est difficile parce que c'est vrai que nous on a commencé il y a 2 ans où je pense que le marché n'était pas très très mûr. Donc si on devait relancer le sujet maintenant, est-ce qu'on commencerait comme ça? Je sais pas. Voilà. Après, je pense que sur ces sujets-là, il faut prendre un peu de risque. Il faut, comme nous on l'a fait, on a pris quelqu'un qui a un peu joué. On a pris un risque. Et là, le risque a été payant. Donc c'est ce que je dirais. D'accord, merci. Arnaud, je me tourne vers vous. Donc, AXA Investment Management. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous gérez des portefeuilles financiers et vous avez également mis en place des outils du marché oui. d'intelligence artificielle. Racontez-nous justement ce que vous avez mis en place, comment ça fonctionne. Alors,
Effectivement, nous, ça répond à une problématique que je pense que la plupart d'entre vous vivent actuellement. C'est d'une part la baisse des ressources en fait, sur le domaine de la sécurité de l'information, donc qui nous force aujourd'hui à être plus efficaces, plus efficients, à automatiser un maximum. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième sujet qui était alors peut-être un peu plus tarte à la crème aujourd'hui, parce qu'on en parle depuis quelques années, c'est la montée en gamme des gens à qui on fait face, avec des attaques persistantes, avec des moyens qui sont beaucoup plus discrets qu'ils ne l'étaient par le passé, avec l'utilisation de moyens de type intelligence artificielle. On l'avait déjà vu sur des premières attaques. Et voilà. Et donc, et puis aussi un système d'information de plus en plus éclaté, qui veut dire que une maîtrise, enfin un périmètre qui explose, avec des volumes de données à analyser bien supérieurs. Et on voit que ces trois paramètres mis bout à bout, c'est-à-dire moins de personnes pour suivre plus d'incidents avec une menace plus forte, nécessite de travailler sur des sujets un peu d'innovation et d'aller de l'avant. Donc on a dans ce cadre-là regardé les sujets d'intelligence artificielle, non pas parce que c'est de l'intelligence artificielle, mais parce qu'on en tire aussi un bénéfice, et on s'est focalisé en priorité sur des produits de type un peu détection et capacité de réaction à incident. Voilà. Donc on a fait le choix au travers d'un cycle de sélection de providers. Effectivement, dans le cadre, on a analysé pas mal de solutions du marché. On n'a pas fait le choix de développer notre propre solution, mais on a regardé ce qui existait sur le marché. On a vu beaucoup de choses différentes, avec des choses qui sont adaptées à différentes tailles de structures. Nous, notre objectif était d'avoir des logiciels qui pouvaient être pilotés par des petites équipes qui s'intégraient dans nos process avec une forte plus-value. Et donc on a fait le choix, je ne vais pas rentrer dans le détail des solutions qu'on a pris, mais on a clairement augmenter notre capacité de détection, on a facilité notre capacité de réaction aussi sur un certain nombre d'incidents. Alors, on voit plus d'incidents parce qu'on a plus de moyens de détection d'un côté, mais de l'autre, on a une meilleure classification, une meilleure visibilité de ces incidents, et aussi la force de l'intelligence artificielle, elle n'est pas uniquement au niveau de la détection, elle est aussi sur la capacité de classification et ça nous permet d'être plus efficace sur la réaction. Allez-y, continuez, pardon. Non, je rebondissais sur le point qui était de dire aujourd'hui, c'est important de savoir comment est-ce que ce qu'on donne à manger en entrée à l'intelligence artificielle, pour reprendre ce que disait Vincent tout à l'heure. Et effectivement, voilà, on part d'une situation donnée à un instant T, l'intelligence artificielle va analyser la situation. Effectivement, si les données que l'on fournit pour le processus d'apprentissage, le machine learning, est corrompu dès le départ, effectivement, on risque d'avoir des mauvais résultats ou ne jamais détecter les choses. Donc il y a un travail aussi préalable. Justement, c'était l'une de mes questions. Donc ça vous oblige aussi à travailler sur les données de façon beaucoup plus rigoureuse. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie aussi en termes d'outils, en termes de compétences, dans tous les process qui sont mis en place? Alors, techniquement, ça nécessite de s'assurer que alors, quand je prends le cas par exemple de la détection, il faut s'assurer effectivement par des analyses complémentaires, des contrôles préalables, qu'on est dans une situation la plus propre possible. Voilà. Donc ça nécessite de se faire accompagner en amont par des gens qui vont faire ces analyses-là et s'assurer qu'on est propre. On travaille pas aujourd'hui sur on n'est pas rentré dans des grosses bases de données qu'on aurait dû nettoyer en amont, parce qu'on a pris des solutions qui prennent des données à la volée, donc c'est des données qui sont créées en permanence. Donc on était plutôt sur une analyse de la situation, des attaques qui auraient pu être déjà présentes chez nous ou des attaques persistantes. Ouais. D'accord. Vincent, je me tourne vers vous parce que vous avez dressé un panorama pertinent tout à l'heure. Je voudrais savoir c'est quoi l'étape d'après. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui vraiment ? Bon, vous l'avez un petit peu évoqué, mais en tant que RSSI, justement, par rapport à ces outils, ça reste des outils. Effectivement, c'est ce que je dis, c'est les outils. Par contre, ce qu'on essaie de faire chez Engie, c'est qu'il y a toujours l'approche classique sur le CIEM, où il y a des règles, mais au final, les règles, on ne sait pas d'où elles viennent, et puis on a beaucoup de données, mais on ne fait pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on essaie de faire chez Engie, c'est une approche plutôt orientée sur la donnée. Et ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est qu'il y a des problèmes liés à la qualité des données,
il y a des problèmes liés au volume, etc. Et qu'au final, même si, parce que moi je fais comme tout le monde, hein, j'ai pris une personne qui travaille dessus avec les capacités pour voir, et ce qu'on se rend compte, c'est même sans utiliser des algorithmes aussi avancés, en triant les données du plus grand au plus petit, en essayant juste à peu près de voir où est la moyenne, on arrive déjà à déterminer les grandes tendances. Et effectivement, les algorithmes de machine learning arrivent là pour préciser les choses. Mais si par exemple vous avez une donnée qui est une adresse IP et de l'autre côté vous avez un range d'IP, on se rend compte que corréler ces deux données pour essayer d'en tirer de la valeur, ça devient tout de suite très compliqué. D'accord. Thierry, j'ai un peu la même question, justement par l'étape d'après, enfin l'étape suivante pour les professionnels, vous avec votre casquette de chercheur. Alors, les choses évoluent. Je crois que tout ce qui est analyse comportementale, alors au sens large, à la fois des composantes du réseau, des composantes physiques, logicielles et humaines du réseau, ça progresse beaucoup. Tout ce qui est ingénierie sociale est de plus en plus... ça progresse des deux côtés. Côté attaquant aussi. Hein. Donc côté attaquant et côté défense. Donc au niveau de l'ingénierie sociale, l'IA va fournir à la fois des outils pour l'attaquant, mais aussi, pour le défenseur, mais aussi pour l'attaquant. C'est ça qu'il faut bien avoir intégré. Donc, va aussi permettre de multiplier la puissance d'une attaque. Je pense à tout ce qui est déni de service, des DOS, etc. Là, l'IA va intervenir des deux côtés, à la fois pour cibler de manière beaucoup plus puissante une victime, et puis en même temps au niveau bouclier pour pouvoir catégoriser le bon trafic du mauvais. S'il y a 1% de bon trafic, on va pouvoir le catégoriser grâce à l'IA beaucoup mieux qu'on ne sait le faire aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment des choses. Et troisième point aussi où l'IA est déterminante, c'est dans la détection des structures de données fictives qui aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées parce que les arnaques à l'ancienne, ça marche beaucoup moins bien. Les gens sont quand même éduqués et deviennent petit à petit méfiants, même dans les petites entreprises. Et donc l'attaquant est obligé de monter en puissance aussi s'il veut pouvoir mettre en place sa phase d'ingénierie sociale et qu'elle soit efficace. Donc tout le monde monte d'un cran en termes de complexité, à la fois en attaque et en défense. Donc on va avoir des combats d'IA. Vous avez déjà, typiquement, si on passe du côté sécurité du machine learning, aujourd'hui, quand vous voulez, par exemple, mettre en place un système qui va sécuriser votre infrastructure SCADA, par exemple, et qui comporte du machine learning, mais vous n'avez pas assez de données d'attaque pour entraîner un détecteur, vous allez créer une IA qui va avoir la tâche de créer de la donnée d'attaque, de la donnée falsifiée. Donc cette donnée falsifiée, vous n'allez pas la faire à la main, c'est une autre IA qui va venir la créer. Et à côté de ça, vous aurez une composante machine learning qui va venir détecter cette donnée falsifiée. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir 2 ou 3 niveaux d'IA. Et puis, effectivement, des combats d'IA. Là, il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2016, le Cyber Grand Challenge DARPA, donc de l'autre côté américain. Donc, la DARPA, l'agence de recherche militaire américaine, qui a initié ce grand concours pendant 3 ans. Sur le CGC DARPA, c'est pour créer justement des systèmes qui soient résilients, qui soient capables de détecter les attaques de manière autonome et qui soient capables aussi de mener des attaques. Donc c'était vraiment un combat, ça s'est terminé en 2017, avec 12 finalistes où les machines s'attaquaient elles-mêmes et se défendaient elles-mêmes. Donc il n'y avait plus personne les équipes étaient en dehors et les gens regardaient les stratégies qui étaient mises en place par les intelligences artificielles. Alors c'était sur un univers contraint et restreint, hein, mais ça préfigure quand même de ce que va être la cybersécurité dans quelques années. Bon, et c'est pas de la science-fiction. Vincent, vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit ? En fait, ce que je peux dire, c'est que les programmes pour compromettre instantanément votre entreprise, ils existent déjà. Hein. Je peux vous donner un exemple qui s'appelle Death Star, qui à peu près en moins de 5 minutes, il compromet toute l'entreprise. Par contre, effectivement, je pense qu'il va y avoir une réaction. Parce qu'avec les chaînes de Markov, on peut détecter rapidement les domaines faits par des malwares, des domaines faits par des humains. Mais je pense que les attaquants, ça va être comme pour les sandbox, ils vont s'adapter dans le sens où ils vont utiliser leur propre chaîne de Markov pour générer les noms de domaines. Et je pense que je suis pas pour des IA qui vont se battre entre elles, mais je pense qu'il y aura toujours de l'humain qui va servir de programme automatique pour essayer d'aller plus vite.
Et alors justement, une question que je vais vous poser à tous les trois. Dans ce cadre, quid du RSSI? On a bien compris qu'il n'était pas encore remplacé. On a compris que ça pouvait lui donner de la visibilité ou au moins donner de la visibilité à son équipe. Mais justement, comment on évolue par rapport à ces technologies? C'est vrai que le RSSI se forme, s'informe. Mais est-ce que l'IA change quelque chose? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ne change. Enfin, par rapport au rôle du RSSI même, moi, je vois pas de différence, si ce n'est qu'effectivement, avec ce que j'ai dit, ça te met en visibilité, etc. Ça montre que la sécurité peut être une fonction inspirante et qui peut propager une source d'innovation pour l'entreprise. Après, c'est surtout au niveau des équipes. C'est effectivement, dans notre cas, qui est un peu particulier, moi, j'ai une équipe de développement au sein de l'équipe sécurité, donc ça, c'est très particulier, les data scientists. Ça nous oblige aussi à mieux comprendre le système d'information et à mieux connaître nos données, ça c'est clair. Voilà, et puis après, non, je pense que je vois pas de. Voilà, l'autre impact sur les équipes que je peux voir, c'est l'IA ne fait pas tout, et on a aujourd'hui la problématique qu'on a, c'est beaucoup de faux positifs quand même. Et donc ça, c'est aussi mettre derrière c'est quand même des humains qui vont derrière analyser tout ça, et donc ça nécessite quelques moyens. Je pense, Arnaud, vous avez le même constat un peu. Oui, je pense que c'est un bon duo. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne fonctionnera pas seule. C'est le duo humain-IA est important. Effectivement, la promesse aujourd'hui qui est d'abaisser la charge de travail sur les équipes et d'automatiser de bout en bout certains pans de la sécurité, on n'y est pas encore. Et effectivement, on génère des faux positifs. Il y a une courbe d'apprentissage qui est du côté du machine learning d'une part, mais aussi des équipes qui gèrent. Une montée en compétences. Alors certes, effectivement, on les focalise un peu plus sur ce qui a de la valeur, c'est-à-dire le suivi précis de l'incident, mais voilà, comme on génère beaucoup plus aussi d'alertes potentielles et ainsi de suite, il y a aussi cette courbe d'apprentissage pour affiner le méthode, pour tuner les outils lorsque l'on les déploie. Vincent, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce... Je pense pas qu'il va y avoir de changement majeur, mais on est vraiment dans une tendance à axer plus vers la donnée, plus vers l'automatisme. Et là, je pense qu'il y aura des outils effectivement techniques basés sur la donnée qui pourront aider et accélérer les choses. Très bien. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, mais je voudrais vous laisser du temps. Je pense que vous avez des questions. On va essayer d'avoir un micro dans la salle. Il y a des questions, vous pouvez déjà lever les... Alors, si vous n'avez pas de questions, je suis désespérée. Ah si, quand même. Si, je vois Jean, là. Oui, il y en a. Alors, est-ce qu'il y a un micro Merci. Bonjour et merci pour cet excellent exposé. J'ai appris beaucoup de choses, notamment que les RSSI utilisent maintenant des logiciels d'IA. J'ai deux questions. Une première un peu triviale qui est de dire, est-ce que vous pouvez donner un exemple précis d'un incident ou d'un événement qui pourrait être détecté par l'IA et pas par un SIEM, pas par un moteur de règles simple. Alors, je ne sais pas si on se limitera au SIEM, mais par un moteur de règles. Et puis j'ai une deuxième question, c'est comment on fait pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive? C'est-à-dire que ce système de détection va pas, puisqu'il apprend tout seul, va pas dériver vers quelque chose qu'on veut pas du tout faire et qui limite ou réduit la capacité de détection. Qu'une base de règles, c'est facile, mais avec une machine learning, on fait comment? Je peux répondre sur le premier cas. Nous, clairement, la valeur, ce que l'on voit grâce à ça et qu'on ne voyait pas avant, c'est tous les comportements, c'est tout ce qui touche à l'analyse comportementale en fait. C'est vraiment nous ce qu'on voit, c'est typiquement les fraudeurs qui usurpent l'identité de nos clients et qui vont avoir un comportement inhabituel par rapport à celui qu'a notre client. Donc ça va, et ça clairement avec des bases de règles, on voit pas tout. C'est le premier exemple que j'ai à l'esprit. Sur la deuxième question, moi j'ai pas vu de limite. Enfin, je vois la dérive, j'en vois pas parce que de toute façon, on ne voit pas tout non plus. On essaie d'en voir un maximum, mais il y a toujours des choses qui passent. Un autre exemple, si tu permets. Donc je citais les chaînes de Markov qui permettent de voir les domaines malveillants. Donc ça, c'est quelque chose qui marche à l'heure actuelle. Par contre, la limite immédiate de cette technologie, c'est qu'on découvre que Chrome, avant de se connecter, ils envoient 3 requêtes un peu aléatoires qui ressemblent justement à ce genre de choses pour déclencher les choses. Donc je pense que cette méthode de détection nous permet de voir beaucoup plus de choses. Donc là, ça marche très bien. Mais par contre, on voit aussi tous les petits points de défaillance qu'on ne voyait pas avant.
Donc on ne peut pas se permettre de prendre une décision de blocage sans du coup comprendre l'environnement. Merci. Thierry ou Arnaud, vous voulez réagir ? Oui, je pense qu'il y a un autre exemple, c'est le fait de se dire que dans un SOC, effectivement, on est sur un nombre de use cases assez fini. Donc, en fonction du niveau de maturité, on va en avoir codé un très grand nombre. Et l'avantage de ces dispositifs-là, c'est de peut-être identifier l'attaque qui n'a pas été codée dans le use case. Donc, dans certains cas, je pense que ça répond systématiquement. Dans ce qu'on a vu systématiquement, c'était des choses qui auraient pu être détectées par notre SOC en parallèle. Sauf que c'était ce use case-là de collecte d'informations transférées vers un système, uploadé vers un deuxième système, et ainsi de suite, qui n'était pas codé en tant que tel et dont la complexité de codage aurait été d'abord difficile à imaginer en amont et complexe à mettre en œuvre derrière. Merci. Une autre question ? Je crois que j'avais vu des mains se lever. Micro, d'accord. S'il y a un micro, c'est parfait. Bonjour, déjà merci pour tout ça. J'ai une question par rapport surtout aux fonctions de la RSSI, parce qu'au final l'IA est présent partout, dans tous les métiers, soit dans la partie aussi business et dans d'autres métiers que vous l'avez cité tout à l'heure. Est-ce que demain, le RSSI de demain devra être un expert de l'IA, ou devra avoir une grosse compétence dans la partie IA, ou est-ce que ça restera, on va dire, quelque chose qu'il pourra apprendre, ou en tout cas, avec le temps, comprendre ? Faire le tour comme ça. Ouais, être des spécialistes de l'IA, je ne sais pas. Avoir besoin de recruter des spécialistes de l'IA, pourquoi pas. Notre métier, c'est vraiment... Moi, je reprends les fondamentaux du métier du RSSI, c'est-à-dire mon analyse de risque. Où est-ce que se situeraient mes risques dans mon entreprise ? Et effectivement, si on estime que des technologies d'IA qui sont développées par les business, qui sont utilisées par les business, risquent de tomber hors de contrôle, oui, on aura soit des besoins en interne, soit d'ailleurs développer de l'IA pour chapeauter l'IA, soit faire appel à des gens, à des spécialistes en la matière pour aller tester. Mais je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dispositif d'IA, c'est quoi ? C'est un gros algorithme, c'est une implémentation technique. Donc déjà, il y a des fondamentaux que la sécurité peut traiter. Comment est-ce que je paramètre ça ? Quelle est la qualité des développements ? Est-ce que déjà, il y a des failles de sécurité, et ainsi de suite. Après, pour analyser le comportement de l'IA, oui, peut-être. C'est de manière prospective, on n'y est pas encore, mais de manière prospective, il y a peut-être des choses à faire. Moi, je suis un peu de l'avis d'Arnaud, donc si on s'appuie sur les risques, il y a grosso modo rien qui change. Par contre, là où c'est important, c'est que dans nos analyses de cybersécurité qu'on a du mal à recruter, moi j'ai remarqué que quand on les met en duo avec des personnes qui viennent du monde de la donnée et qui ont une approche vraiment innovante, qui connaissent pas du tout la donnée et qui posent des questions, ça permet de challenger, de créer des choses qu'on n'a jamais pu voir en étant tout seul. Donc je pense qu'il faut surveiller ces profils avec attention. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que à minima il faut le comprendre sans être un expert, et pour voir il y a des opportunités dans nos activités de RSSI. Moi je le vois sur l'automatisation de certaines tâches où il y a des opportunités pour utiliser de l'IA aussi. Alors Thierry, vous travaillez avec des RSSI Alors, disons qu'on en rencontre pas mal. Et quelles sont leurs attentes justement ? Alors, je crois que moi, ce que j'entends dire souvent, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement aussi, pouvoir recruter des gens qui ont la double casquette, à la fois données et cybersécurité. Aujourd'hui, il y a peu de formations qui couvrent les deux domaines. C'est aussi ça la fragilité du dispositif. Aujourd'hui, vous avez des très bons masters en data science à Paris, le MVA, le master de l'X et quelques autres, celui de Télécom ParisTech. Mais les gens qui en sortent n'ont pas forcément ont pas de compétences en cybersécurité. Et réciproquement, les masters de cybersécurité commencent seulement aujourd'hui à intégrer des enseignements sur de data science derrière. Donc là, il y a un petit effort à faire. Et au niveau enseignement, que ce soit en école d'ingénieur ou à l'université, il y a une inertie qui est de l'ordre de 3 ou 4 ans quand vous voulez faire bouger les lignes. Donc s'il y a des inquiétudes à avoir, c'est ça. Aujourd'hui, la formation est former des ingénieurs qui soient polyvalents à la fois sur la donnée et sur la sécurité. Et là, il y a un vrai enjeu. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Si on peut... Devant, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir.
On a là dans les exemples qui ont été cités, il y a eu c'était beaucoup axé sur tout ce qui est machine learning, qui est un buzzword qui est très à la mode aujourd'hui. Mais dans l'IA, il y a plein de domaines et il y a notamment un domaine que je trouve très intéressant, c'est tout ce qui est lié autour de la compréhension de la donnée, la sémantique, donc le Natural Language Processing, qui ouvre un champ, à mon avis, pour les RSSI pour la compréhension et gagner de la visibilité sur son patrimoine informationnel. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même très orienté technique, infrastructure, SI, et pas encore beaucoup information en termes de protection. Quand on est responsable, qu'on est RSSI d'une grande entreprise, aujourd'hui, on est incapable de savoir, de connaître tous les types de données qui sont dans l'entreprise. Et donc, pour les protéger, c'est compliqué. Et avec justement d'autres domaines de l'IA, donc là, je parlais de tout ce qui est autour de la sémantique, on peut aujourd'hui commencer à classifier automatiquement de l'information, identifier des risques, identifier des données sensibles, mal protégées, etc. Identifier les données personnelles par rapport à GDPR. Et ça, c'est un autre champ de l'IA qui est extrêmement intéressant et qui à mon avis, sera très utile pour renforcer le dispositif des RSSI. Alors, c'est une question et un constat. Peut-être Thierry Berthier, vous souhaitez réagir ? Oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le NLP, c'est une des branches de l'IA. Hein. Je suis d'accord pour dire que moi, je fais que le répéter. Ça, que l'IA, c'est pas que l'apprentissage automatique. Vous avez aussi les anciens systèmes experts qui sont un peu passés de mode aujourd'hui, mais qui sont encore présents. Et qui, justement, dans la compréhension du langage naturel, interviennent là où le machine learning a ses limites. C'est-à-dire le machine learning va pouvoir faire 80% du travail ou 90%. Les 10% qui sont vraiment liés à la complexité de la langue, là, vous allez être obligé de compléter votre dispositif par un bon vieux moteur de règles qui va venir compléter la partie machine learning et apprentissage. Donc le NLP, il intègre à la fois de l'apprentissage automatique et puis aussi du moteur de règles, et puis de la programmation par contrainte, et puis d'autres domaines de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle d'IA dans la presse, il n'y en a que pour l'apprentissage automatique. Mais il y a d'autres sous-domaines qui n'ont pas forcément qui sont pas sous les projecteurs aujourd'hui, mais qui interviennent et qui marchent bien aussi sur certains domaines. Donc effectivement. Mais ce qui est vrai en tout cas, c'est qu'on a ce devoir de veille. C'est-à-dire, c'est un exemple. On parle aussi de ces usages-là pour du threat hunting, pour du vulnerability, enfin pour la recherche de vulnérabilité. Effectivement, il y a des choses qui sont plus. Enfin, si on développe pas sa propre solution et qu'on s'arrête aux produits du marché, il y a déjà des choses qui sont en place. Après, effectivement, on a toujours ce devoir de prospective, d'aller regarder. Et je pense que dans la lutte de vitesse ou dans la course qu'on a vis-à-vis des attaquants, on a aussi ce devoir d'aller regarder ce qui se fait de plus innovant, de piocher sur des solutions qui sont un peu moins matures et pour lesquelles il n'y a pas encore la contre-attaque déjà existante et anticipée par des attaquants. Merci. Encore une question ? Bonjour à tous, merci pour ces interventions. Une petite question, on parle beaucoup de nouvelles solutions justement d'IA, mais est-ce que vous avez vu une évolution des solutions déjà de sécurité qui intègrent justement de l'IA pour évoluer, pour s'améliorer, puisqu'en fait on a beaucoup de solutions déjà en place et peut-être qu'il y a déjà des choses à faire dessus. Yann, peut-être vous pouvez répondre à cette question, puisque justement vous aviez fait cet état du marché il y a 2 ans. Et... Alors après, nous on l'avait fait sur un domaine très particulier, donc alors nous d'ailleurs ce qu'on fait, c'est qu'on développe une propre solution, mais chaque année, parce qu'on est aussi convaincu que certains iront plus vite que nous, donc chaque année on fait un benchmark et on compare nos solutions à celles du marché. Et d'ailleurs, on essaye si un jour on se rend compte que nos solutions sont dépassées, on n'hésitera pas à acquérir celles du marché. Et à l'inverse, on a construit un socle et on va aussi rajouter certainement des briques technologiques qui vont venir enrichir ce qu'on sait faire aujourd'hui déjà. Mais sinon pour les autres solutions, moi j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Vincent, vous voulez... Moi je dirais que ça dépend du problème. Quand le problème est bien cadré, ça marche assez bien, ça évolue, le produit est suivi. Par contre, dès qu'on s'attaque à un problème pas défini, typiquement détecter les hackers, c'est quelque chose qui est très compliqué. Là c'est difficile, et dès que je vois une évolution, c'est plus lié à des choses liées au système expert et pas forcément à l'intelligence artificielle. Et malheureusement, on vend ça comme un premium et on ne fait pas évoluer le produit, donc il faut toujours changer de version et c'est la vie.
Enfin, je pense qu'effectivement, si je reprends ce que disait Vincent, c'est dans les solutions du marché, il y a beaucoup de gens maintenant, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont rajouter ce mot machine learning, effectivement, peut-être dans un objectif marketing dans certains cas, mais dans d'autres cas, on voit aussi un vrai usage des évolutions. Si je prends un exemple de choses qu'on est en train de regarder, c'est la gestion des accès. Le développement d'algorithmes sur ces aspects-là pour avoir des patterns de comportements bizarres, de droits orphelins. Voilà, ça c'est un usage qui est sur des solutions qu'on a depuis des années, qui existent et qui évoluent en intégrant ces briques-là. Donc oui, mais ça fait partie de cette veille. Comment je vais identifier ce qui est plus efficace au service de ma protection. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, bonsoir. Merci pour vos interventions et la modération, c'est passionnant. J'étais au FIC cette année et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'entreprises. Ah, là, vous avez réveillé le founder. Voilà, qu'il y avait beaucoup de jeunes pousses qui développaient l'intelligence artificielle et qui se basaient qui commençaient à développer beaucoup sur le threat hunting, mais avant que la menace n'arrive. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à capitaliser dans le contexte de l'actualité. Est-ce que votre concurrence vient de prendre des parts de marché dans une entreprise qui a des technologies qui pourraient vous nuire? Je voulais savoir si c'est la science-fiction pour l'instant un petit peu, mais je voulais avoir votre vision en tant que chercheur ou en tant que RSSI, si vous pensez que demain ça va être un vrai levier, parce qu'on sait très bien que vu le nombre de vulnérabilités qui arrivent, il va bien falloir un jour ou l'autre qu'on choisisse lesquelles on adresse et qu'on les adresse par anticipation de ceux qui vont nous attaquer, quoi. Thierry, peut-être, puisque vous avez fait presque un scénario de science-fiction, mais qui n'est pas vraiment de la fiction, j'ai l'impression. Oui, alors, d'abord, c'est sûr que les choses évoluent très vite. Je crois que le dernier rapport pour le premier trimestre 2018, McAfee, c'est 60 millions de nouvelles souches virales. Donc, ils n'ont jamais vu de telles augmentations. Alors, sur la détection, c'est sûr que le mouvement, c'est de se mettre de plus en plus en amont. À détecter des actions de pré-attaque et d'envoyer des alertes là-dessus. Donc effectivement, l'IA va fonctionner, va accentuer cette tendance. Et puis il y a tout ce qui est aussi de l'autre côté de l'attaque, il y a tout ce qui est réponse à incident, où elle intervient aussi aujourd'hui, de plus en plus. Où en développement, vous avez des systèmes qui vont faire la réponse à incident de manière automatisée, qui vont réduire le volume de travail une fois que l'incident a été constaté et détecté. Donc on est sur les deux extrémités de l'attaque, quoi, là-dessus. Je ne sais pas si je réponds à la question. Peut-être est-ce que l'un de vous veut compléter? Moi je peux, parce que pendant que vous étiez au FIC, moi j'étais à Blue Hat en train de démontrer une nouvelle attaque dans Mimikatz. Et ce que je vais essayer de dire, c'est que quand vous essayez de construire quelque chose, vous construisez des fondations, vous construisez les murs. Et vous êtes content parce que vous avez une maison qui est solide. Mais les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un autre endroit que vous n'êtes pas en train de chercher. Donc la difficulté, c'est un peu un jeu de chat à la souris. Donc je pense que ça va rester difficile et très difficile encore pendant de nombreuses années. Alors, je voulais remercier vivement les 4 intervenants. Merci pour la qualité de vos débats.